Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, à partir de 12h55, rendez-vous avec le philosophe Pierre Vesperini. Il signe chez Fayard « Que faire du passé ?» Réflexion sur la cancel culture, esclavage, colonialisme, patriarcat. Que faire en effet de ce passé qui ne passe pas? Que faut-il garder ou effacer de notre culture commune? Nous lui poserons la question à partir de 12h55. Mais d'abord, une voix. Mais quelle voix? Il sera le 30 de ce mois au Soul Jazz Festival qui réunira fin juin, début juillet des musiciens comme Eric Truffaz ou Roberto Fonseca. Un an après la sortie de son album, le 3e, Ice Keller, le chanteur Rover est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Une pensée pour l'écrivain Avraham Yehoshua qui nous a quittés, grande plume israélienne, figure de la gauche, l'auteur de Rétrospective, prix Médicis étranger, est décédé, on l'a appris hier, à l'âge de 85 ans. Pragmatique et poétique, Avraham Yehoshua était notre invité en 2019 pour son avant-dernier roman traduit en France, Le Tunnel, suivi l'an dernier de La Fille unique, Le Tout chez Grasset. Un tunnel qui crée des ponts, nous disait-il, entre les différentes identités. Et un protagoniste dans ce roman qui devient amnésique comme une métaphore de la mémoire. Nous avons tous mis beaucoup sur la question de mémoire, surtout les Juifs. On doit un petit peu freiner le processus de mémoire, aussi les Palestiniens, mémoire de ce qui s'est passé, des guerres qui étaient là-bas, l'Holocauste, etc. Il faut quand même voir l'avenir. Mais je ne suis pas du tout dans ce côté d'oubli, de mémoire, de tout cela, de tous ces mots très jolis. Je regarde la réalité et je dois trouver des solutions concrètes pour la réalité. La voix de Avraham Yehoshua, décédé à l'âge de 85 ans. Il a rejoint son grand ami Amos Oz. Il nous manquera. Entretien à réécouter sur franceculture.fr.
Et bonjour Rover. Bonjour. Bonjour, bienvenue autour de cette grande table culture. Une voix céleste, on l'entend dans ce titre To This Tree qui ouvre votre dernier album. Skylor, vers les cimes, vers le ciel. Cette voix, elle vous porte très haut. Qu'allez-vous cueillir avec votre voix? Qu'allez-vous chercher là-haut? Il y a certainement une... je vous donne une réponse un peu spontanée, mais je sais que je l'assumerai demain en réécoutant. Il y a une volonté de trouver l'apaisement. C'est de toute façon ce qui me pousse à faire de la musique. Et je pense que ces quêtes dans les aigus, ou que ce soit dans les graves, dans les extrêmes, pousser ma voix dans des zones d'inconfort en apparence, m'apaise beaucoup. Ça me permet de prendre de la distance avec moi-même. Il y a quelque chose qui saisit le temps, qui permet de le retenir aussi. C'est réellement ce que je ressens quand je le joue, que ce soit en concert ou en studio. Donc il y a quelque chose qui est très physique et spirituel. Oui, spirituel aussi. Il y a une part mystique, quelque chose qui relève de la croyance quand on chante aussi, dans cet état de transe qui peut aussi vous saisir quand vous chantez. Vous vous sentez glisser dans un état second, vous, quand vous êtes sur scène, quand vous êtes en studio, quand vous commencez à chanter, à vous laisser habiter par la musique? Oui, clairement, il y a une espèce de métamorphose qui opère. Je sais que je suis très malheureux quand je n'y parviens pas. Si le contexte m'empêche de m'abandonner dans cette espèce de transe, elle est contrôlée malgré tout. Je sais ce que je fais, je suis conscient, mais il y a cet ingrédient un peu invisible qui intervient, surtout en studio. C'est pour ça que ce sont des moments de grande pudeur que je parviens à convoquer dans la solitude. C'est certainement une des raisons pour laquelle je fais les disques seul. Il y a aussi une intimité qui est très forte et qui doit transpirer dans le disque après, mais pour y arriver, ça demande une mise en situation, peut-être un abandon de certaines choses, et que ce soit des références, que ce soit qui l'on est, des soucis quotidiens, et pour parvenir. Et c'est amusant parce qu'en écoutant le titre là dans le filtre de la radio, j'avais beaucoup de souvenirs de l'enregistrement. Donc ça montre bien qu'il y a quand même des bagages qui sont transportés avec les chansons. Mais ce titre, cette chanson, c'est une adresse. Vous l'avez conçue comme telle. À qui vous adressez-vous? C'est une lettre pour qui? Ouais, plus généralement, elle est pour quelqu'un qui est dans mon cercle intime, mais elle a une vocation plus universelle. Elle s'adresse à la plus jeune génération. Elle conseille humblement de retourner à l'arbre refuge, aux racines, aux choses plus simples de la vie. Je pense qu'on a tous fait un constat qui est celui qui est assez dramatique sur l'état de notre monde, du rythme que l'on s'impose au quotidien. Et moi, personnellement, il y a un endroit dans les Hautes-Alpes où j'aime me recueillir, j'aime aller me frotter à cet arbre. Et c'est de cet arbre dont je parle dans la chanson, et je l'ai formulé telle une lettre. Donc c'est une lettre à ouvrir dans les années futures pour cette personne en question. Ah tiens, vous connaissez Breton avec cette maison où vous avez produit, réalisé les premiers albums. Maintenant, vous allez vous réfugier dans les Alpes. Et oui, c'est les deux côtés parentaux. Ma mère est bretonne, mon père est des Hautes-Alpes. Et ben voilà, c'est les cimes, justement, que vous allez chercher aussi, celle des Alpes, celle des montagnes, et toujours plus près de ce ciel où votre voix nous emmène, Rover. Sauf que là, pour réaliser ce troisième album, vous êtes coupé de la nature, vous êtes allé vous enfermer littéralement dans une cave de glace, cette fameuse Skylor qui donne son titre à ce troisième album, une glacière. Pourquoi enregistrer dans un frigo? Là, on va se dire, ce type est fou quand même, non? Mais au-delà de ça, pourquoi ce repli, cet enfermement? Il y a un peu de la folie, c'est vrai. Avec le recul, c'est curieux à expliquer. Je sais que sur le moment, le contexte faisait que j'étais beaucoup à Bruxelles. Je le suis toujours, d'ailleurs. C'est une ville que j'aime profondément et qui m'intrigue, qui m'inspire. On m'a conseillé d'aller visiter ces ateliers qui étaient alloués. Je préparais le disque et j'y suis allé le lendemain à vélo, et j'ai vu cette immense pièce en sous-sol, donc quelque chose de très austère, de très industriel et tout sauf inspirant au premier abord, et d'hostile. Et je m'y suis bizarrement senti bien. Je m'y suis senti... je voyais mes instruments déjà dans la pièce. Donc je me suis donné cette opportunité, et j'y suis resté 14 mois dans une expérience solitaire et quotidienne, avec une démarche très, très artisanale, comme un rendez-vous. Et petit à petit, le lieu est devenu mon partenaire, les instruments aussi. J'étais coupé de l'Internet, du téléphone, du bruit de la ville.
une espèce de confinement. J'étais un peu avant-garde pour le coup. Je me suis vraiment imposé une discipline quotidienne pour aller chercher les chansons. Elles viennent pas toutes seules, pas tout le temps. Et je sais que j'aurais pu y rester encore plus longtemps. Il y avait une vraie nourriture au quotidien. Je regrette pas du tout. Ce sont des instants qui me donnent envie encore de faire de la musique et d'expérimenter. Je pense que plus c'est extrême, plus ça me plaît. Je voulais certainement pas quelque chose de confortable ni de rassurant. J'avais besoin de quelque chose à la démesure que j'aime dans la musique ou que je peux avoir physiquement. J'avais ce besoin de quelque chose d'intimidant autour de moi, que ce soit physiquement, dans la température ambiante, dans les sonorités. Donc c'était un vrai parcours plein de défis qui m'a amené à ce disque. Rover, animal totem, l'ours, alors. Hein, ah oui. Oui, on valide. Oh que oui. Une même tendance à l'hibernation et un gros pot de miel, on imagine, dans ce frigo, histoire de protéger et sauvegarder votre voix. Vous avez besoin de calme, de solitude aujourd'hui, dites-vous, pour composer. Un peu loin des débuts au Liban, à Beyrouth, avec votre frère, avec cette formation, The New Government, qui vous a mis aussi la patte dans la musique. C'est le deuxième temps de votre vie de musicien, de chanteur, d'artiste aussi, qui s'est construit là, dans cette solitude. Et c'est un autre chemin que vous avez pris, musicalement. Je pense qu'il y a eu énormément de ficelles que j'ai pu apprivoiser. J'ai appris beaucoup de choses à Beyrouth. J'ai appris le voyage de toute façon apprend, mais l'expérience avec ce projet The New Government, avec mon frère, dans une ville qui n'est pas pour le coup sans surprise et m'a beaucoup appris. Je sais que ça a affiné beaucoup de choses en moi, dans mon écriture. Je commençais à écrire déjà en parallèle, secrètement. Et au moment de rentrer en France, les chansons sont arrivées assez naturellement. Ça n'a pas été quelque chose de violent qu'il a fallu extraire. Donc il y avait une chronologie assez logique. L'expérience libanaise m'a peut-être donné confiance aussi, avec la scène, avec le fait de parler de sa musique, le fait de partager. Et je pense que elle a pas toujours été facile, mais elle a eu un rôle clé dans j'allais dire, la naissance du projet Rover, ça c'est sûr. Oui, surtout que c'était les années Liban en crise déjà, mais d'une autre crise, puisque vous y étiez en 2006, au moment où des bombes israéliennes, les attaques pleuvaient aussi sur la ville, et qu'il a fallu pour vous se réfugier, là encore, dans des abris, toujours cette idée du repli dans ces moments-là, avant de devoir quitter le Liban pour revenir en France. Vous semblez craindre aussi de vous embourgeoiser, de vous installer, comme si le confort n'était pas conciliable avec la création. Il y a quelque chose de cela ? Clairement. Il n'y a rien de plus laid en musique. Il n'y a rien de plus laid en art que l'embourgeoisement. C'est mon avis. Hein. Je me suis déjà vu dans une zone de confort, dans une satisfaction de chanteurs qui chantent bien, qui composent aisément. Enfin, l'aisance, elle doit venir après elle doit certainement pas venir avec facilité. C'est comme sur scène, on a l'air d'être dans la simplicité, dans l'aisance, dans le vrai, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a eu une espèce de recherche dans sa propre intimité, dans sa création. Dans des lieux comme ça, il est hors de question peut-être que je changerai avec l'âge, hein, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me supporte pas dans des situations de confort où je me suffis. Il y a eu beaucoup d'artistes comme ça que vous avez adorés un temps et qui se seraient embourgeoisés et qui se seraient enlaidis, comme vous le dites. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui tombent dans ce piège-là. C'est une... Qui ça ? Oh, il y a des groupes américains que j'ai aimés à leur début. Je peux parler d'Interpol, par exemple. Et je trouve que... Alors, ils font des efforts. Ils essayent de revenir à leur début. Ils s'en rendent compte. Je pense qu'on est tous un peu tentés c'est le risque d'être médiatisé aussi. C'est le risque de sortir des œuvres figées comme des disques. C'est qu'on devient témoin et spectateur de son propre travail. Je pense qu'il y aurait moins de risques si on faisait du théâtre ou si je faisais que des concerts. J'oublierais mes performances, j'aurais un vague souvenir ou une saveur d'un moment, mais le fait de figer la musique ou le cinéma, par exemple, fait qu'on peut rester éternellement témoin de ces exploits ou de ce qui a pu marcher ou pas marcher. Tout ça vient vite polluer. Ce sont des espèces d'attaques permanentes de notre travail. Donc j'ai cité Interpol, il y en a plein d'autres. Hein. C'est des groupes américains que j'ai aimés à leur début et que j'ai pu voir prendre
prendre des directions, mais on a le droit de se tromper aussi, on a le droit de s'embourgeoiser. C'est pas une critique, je suis pas plus sévère que ça. Mais c'est une menace, c'est certainement une menace. Au moment où je compose, moi, au moment où je sors un disque, où je pars sur scène, là je défends le disque à 2 sur scène, c'est une démarche radicale qui me demande d'être exigeant tous les soirs, de ne pas m'entourer de 15 musiciens et d'arriver comme Sinatra avec une canne blanche. Non, il n'est pas... On fera ça à 70 ans peut-être. Il y a qui dans votre film Super 8 ? Il y a qui dans votre boîte à cassettes, celle que vous savez sauvegarder ? Vous étiez plutôt Dylan ou Leonard Cohen ? Plutôt Dylan. Vous étiez plutôt Beatles ou Rolling Stone ? Beatles, d'accord. Plutôt David Bowie ou Lou Reed ? Bowie. Ah, ok. Bon, puis il y a aussi les Beach Boys, je crois, non ? Oui. Un certain Serge Gainsbourg qui a mangé les années yéyé pour vous ? Oui. Ouais. Oui, il y a tous ces gens-là. Une partie faisait partie de la bande-son familiale enfant, et puis après, il y a une vraie source d'inspiration. Les Beach Boys restent une source d'inspiration. C'est quoi leur point commun, ce que vous leur enviez ? C'est une forme d'énergie, c'est un ton, une singularité qu'ils ont su trouver, sont des voix. Sont des voix, alors pour ce qui est des Beatles, il y a une fougue aussi, il y a une fougue, c'est ça qu'il faut conserver. L'embourgeoisement tue la fougue, par exemple. Typiquement, la fougue qui est liée au rock'n'roll, qui est liée aux premières chansons. On écoutait un de mes titres, c'est un des premiers qui est venu, j'étais dans cette énergie et ça drive tout le reste de l'album, ça permet de composer derrière d'autres chansons, on est en train de mettre la locomotive d'un train. Ces artistes-là ont connu ces moments-là, ils ont fait des disques qui restent des locomotives, qui restent des endroits où on peut se recueillir, on peut aller se plonger dedans et puis ce sont des disques qui font partie d'une famille, on se crée une famille peut-être aussi, on a humblement l'impression d'en faire partie, de pouvoir se réconforter auprès d'eux. Donc c'est à la fois rassurant, c'est à la fois des défis aussi, de compétition, on se met en tête d'être à leur côté. Donc ils ont en commun d'avoir aussi changé leur époque, sans le savoir. Et puis il y a une reprise qu'on peut retrouver sur un album qui paraît Acoustic Love Songs. Vous avez participé à cet album de reprise et vous avez choisi une chanson d'amour, une qui vous plaît, vous nous la présentez, vous nous dites juste le titre, vous nous expliquez pourquoi après. C'est Wicked Games. De Chris Isaak, on y retourne. The world was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I'd never dreamed that I'd love somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. With you. Wicked game you play, make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, make me dream of you, and I wanna fall in love, and I wanna
vous a dit chanson d'amour, Rover, et vous avez choisi cette reprise Wicked Game de Chris Isaak, très connue, reprise notamment dans Sailor et Lula de David Lynch, le film Palme d'Or du réalisateur au Festival de Cannes en 90. On a tous dansé des slows sur cette chanson, pour ceux qui ont notre âge en tout cas, la quarantaine fracassante. Pourquoi ce titre ? C'est une merveille, les compositions, et puis c'est un standard. Il y a toujours un bonheur à chanter ces chansons. Là, pareil, c'est une histoire peut-être de génération, mais je pense elle a traversé le temps. Il est toujours intéressant de les réinventer, de les réinterpréter. C'est vraiment par plaisir. Elle est agréable à chanter, agréable à déchiffrer avec une guitare, un piano, et ça fait partie de ces chansons qui peuvent être très peu habillées, comme c'est le cas là, avec une version très dépouillée. Et puis elle est toujours fracassante. Au fond, vous sauriez dire pour qui vous composez ? C'est une très bonne question. Non, je ne saurais pas le dire. C'est curieux. Je n'ai pas... la première personne qui me vient en tête, c'est moi-même, évidemment. Mais pas par ego. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre encore une fois, cet apaisement. Ça fait du bien d'écrire une chanson. L'excitation quand j'écris une chanson, le lendemain matin en me réveillant, de savoir qu'elle est en cours, je l'ai déjà maquettée, et de la retrouver, c'est incomparable. C'est une vraie joie. C'est aller voir son nouveau-né le matin et d'aller le prendre dans les bras. C'est le camarade Bertrand Belin qui parle de mystère sur la musique. Comment elle vous arrive ? La musique, elle a gardé, même pour les musiciens, elle nous arrive avec quand même une dimension assez étrange. Elle nous parle sans qu'on sache vraiment ce qu'elle nous dit. Ça passe par d'autres canaux sensibles. Donc moi, quand j'écris une chanson, je tiens assez compte de ça, quoi. J'essaye de ne pas faire tout dire aux mots, mais que la musique et la façon dont ils sont agencés puissent plonger les gens dans une sensation plutôt que de les renseigner sur une chose. Voilà pour les mots de Bertrand Belin, qui sera aussi d'ailleurs en concert à Sceaux à la rentrée au Gémeaux. Bertrand Belin sur notre antenne l'an dernier. Voilà, l'année dernière et l'an dernier, si j'arrive à accorder mes mots ensemble. Cette idée d'une sensation qui vous habite à un moment et que vous essayez de retranscrire avec vos chansons. Vous êtes aussi dans cette retranscription à travers votre musique, Rover. Oui, c'est très bien dit ce que dit Bertrand. Il y a quelque chose qui à la fois nous échappe, et puis je pense qu'on n'a pas envie de savoir comment viennent les chansons. C'est comme avoir la foi, on n'a pas envie de savoir si Dieu existe vraiment. C'est pas ça qui est intéressant. Donc moi, c'est certainement la raison pour laquelle je n'ai pas appris à lire la musique non plus. Plus c'est mystérieux, plus c'est de l'ordre de l'instinct, et puis un peu mystique comme ça, plus ça me plaît. Il y a quelque chose de très cérébral toujours avec Bertrand Belin. Ça travaille dans sa tête aussi, et notamment dans ses musiques et sa création. Chez vous, on sent qu'il y a quelque chose de très physique. Vous avez ce physique de rugbyman, et pour cause, vous avez fait du rugby, et vous êtes grand, large. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout part de votre corps. Vous y faites d'ailleurs assez souvent référence, de votre corps en positif, dans ce qu'il vous porte, ce côté très terrien, et en même temps, de ces complexes qu'il a pu susciter, de cette difficulté que vous avez eu à l'habiter, ce corps. Bien sûr, parce qu'il schématise beaucoup de choses. Je le retrouve après dans mon jeu de guitare, les complexes que je peux avoir en tant que guitariste, et puis après les qualités qu'on s'est forgées en étant autodidacte. On ne le choisit pas vraiment, son corps, on le façonne un petit peu. La voix, c'est pareil. Pourquoi on sait chanter, pourquoi on chante bien et d'autres pas bien, et pourquoi on trouve ça bien et d'autres qu'on... Donc, et tous ces mystères-là, c'est comme écrire des chansons. Moi, j'ai longtemps dit autour de moi, mais tout le monde peut écrire des chansons. C'est donné à tout le monde. Il faut juste les écouter ou c'est pareil, en fait, ça, c'est une ânerie. Donc, le corps, je l'ai pas choisi, mais j'ai appris à faire avec. C'est comme un gros break Volvo, je trimballe partout. Et justement, Timothée Régnier, alias Rover, comme un nom de bagnole, se choisir un nom de bagnole comme nom de scène, c'est assez particulier. C'est votre nom de scène, certes, mais c'est aussi un peu peut-être votre double, ce Rover. Un double quoi ? Fantasmé, vous avez eu le sentiment de vous réinventer à travers ce Rover ? Je pense, oui, clairement. Sans vouloir, j'allais dire, dénigrer qui je suis dans la vie, mais c'est quand même une étiquette qui me permet d'être
un peu plus super-héros, un petit peu plus résistant aussi, un petit peu plus audacieux. Et c'est extraordinaire de mettre un nom de projet sur des chansons aussi. Ça les labellise. Il y a quelque chose qui permet d'ordonner ses pensées, sa créativité. Et puis après, d'aller affronter les lumières, d'affronter le public, les critiques, plein de choses. C'est très confortable. Je pense que c'est comme une paire de lunettes noires. C'est pas du tout pour se cacher, c'est pour voir les choses avec un autre regard. Au moment de Let It Glow, vous disiez aux Un Rock, votre précédent album, que le deuxième album, c'est un peu comme un deuxième rendez-vous amoureux où l'on ose montrer des choses qu'on n'afficherait pas plus tôt. Et le troisième alors ? C'est foutu le troisième, on a tout montré. On a tout montré, on est à poil. On est à poil. On s'arrête là, on se rhabille au prochain alors, c'est ça ? Non mais c'est vrai, il y a un peu de ça, on est un peu à poil quand même. Je pense que les gens qui nous aiment ou ceux que l'on aime est resté et puis on construit quelque chose. C'est comme en amour, il y a une espèce de step qui intervient et puis une étape qui permet de s'aimer pour les bonnes raisons. Maintenant, on est dans le dur, on est dans le vrai. Je pense que maintenant, l'aventure commence. C'est pas pour rien qu'un des titres phares de ce nouvel album, Ice Keller, le troisième du nom, s'intitule Cold and Tired, congelé et fatigué, état que vous avez connu pendant l'enregistrement dans cette glacière à Bruxelles. Pourquoi 6 ans ? C'était long quand même, hein ? C'était la gestation nécessaire pour ce troisième album ? C'est curieux, ça paraît long, mais quand on est dedans, il y a quand même presque 2 ans et demi de tournée. Après j'ai pris une direction où je me suis un peu trompé. J'ai voulu collaborer avec des gens, j'ai voulu explorer d'autres manières d'aborder le disque, sa création, son enregistrement, sa production, pour faire marche arrière, pour jeter des chansons et puis revenir à ce que je sais faire de mieux. Et là où je prends le plus de plaisir, c'est réunir mes instruments et faire seul. On se refait pas. Ça a demandé beaucoup de courage de faire marche arrière alors que le processus était lancé. J'étais déjà dans une direction d'album et puis de tout freiner. Donc ça prend du temps. Ça peut être une année. Ça peut expliquer le temps qu'a pris la gestation aussi, évidemment, mais non, puis le Covid est venu aussi par-dessus. Il y a quand même un contexte qui fait que les années sont devenues des mois ou des décennies, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaierai de prendre moins de temps à l'avenir. Merci beaucoup, Rover. Plaisir, On merci. pourra entendre votre voix d'or résonner dans le parc de Sceaux le 30 juin à l'occasion du Sceaux Jazz Festival, un festival orchestré par l'équipe des Gémeaux, la scène nationale de Sceaux, emportée par sa directrice Séverine Bouisset, qui vient justement, le théâtre, d'annoncer sa rentrée. Donc à la rentrée prochaine, on pourra y retrouver notamment sur la scène des Gémeaux une reprise de Cendrillon de Joël Pomera, Saïgon de Caroline Guélaine-Guyenne qui revient, reprise aussi de Richard III d'Ostermeyer, Thomas Ostermeyer, que l'on peut voir ce mois-ci sur la scène du théâtre de l'Odéon avec sa troupe pour Vernon Subutex de Virginie Despentes. Merci beaucoup, Rover. Merci.